En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir l'essayiste et ancien membre du Haut Conseil à l'intégration, Malika Sorel. Elle évoquera avec nous son nouveau livre, Les dindons de la farce, en finir avec la culpabilité coloniale, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. En toute vérité, elle nous dira qui sont les dindons de la farce, nous parlera du clientélisme des élites qui nourrit le communautarisme et de notre goût obsessionnel pour la repentance nationale. En seconde partie d'émission, nous serons rejoints par Claire Koss, auteure de Claire, le prénom de la honte, également aux éditions Albin Michel, dans lequel elle raconte son histoire de fille d'immigrés turcs et le cheminement qui l'a conduit à changer de prénom et choisir de s'appeler Claire. Que faut-il penser de la querelle des prénoms? L'assimilation est-il un idéal toujours possible? Claire Koss et Malika Sorel en débattront en toute vérité. Mais tout de suite, Malika Sorel nous parle des dindons de la farce. Malika Sorel, bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Malika Sorel, vous publiez ce livre, Les dindons de la farce, en finir avec la culpabilité coloniale, aux éditions Albin Michel. J'avais envie de commencer par vous poser cette question, mais qui sont justement les dindons de la farce, Malika? Alors cette expression m'est venue de manière très spontanée il y a quelques années et elle est restée ancrée dans mon esprit. C'était à la suite d'une table ronde que nous organisions au sein du Haut Conseil d'intégration avec la fonction publique d'État et les fonctions publiques territoriales. Il y avait plusieurs tables rondes donc, qui concernaient les problèmes de laïcité à l'école. C'était fin 2011 et tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui en réalité étaient déjà connus, se manifestaient déjà, simplement on n'en parlait pas beaucoup dans les médias. On en parle aujourd'hui parce que ça prend des proportions dramatiques. Et à la fin des tables rondes, dont une était consacrée au problème de laïcité au sein de nos armées, problème très ancien également, et ce que cela impliquait, ce refus de la laïcité, le problème de laïcité dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, je viens de le dire, et une dame d'origine maghrébine comme moi vient me voir à la fin, elle était un peu effondrée, à la fin des 2 jours, elle vient me voir, et elle me raconte ce qui se passe dans le milieu hospitalier. Et elle m'alerte sur le fait qu'anticipant la victoire de François Hollande en 2012, donc c'était quelques mois avant l'élection de 2012, dans les milieux hospitaliers, les directions décrochaient les chartes de la laïcité. Donc c'est très intéressant de voir, parce qu'aujourd'hui on parle de l'islamo-gauchisme. En réalité, c'est quelque chose qui existe depuis déjà longtemps. On en parle aujourd'hui seulement. Et aussi le fait que ça signalait que des élites françaises de souche culturelle européenne, en réalité, tournaient le dos aux principes et aux valeurs qui font la France. Justement, Pardon, Alexandre. Non, c'est moi qui vous interromps, mais parce que ça rejoint la question que j'allais vous poser. C'est que votre livre, ça aborde des questions qui vous sont chères, les questions d'immigration, d'intégration, mais c'est aussi un livre sur la trahison des élites. Absolument, tout à fait. Le terme est très bien choisi, Alexandre, et je vous remercie de l'utiliser. C'est ce que je dis d'ailleurs en filigrane, et c'est aussi pour cette raison qu'en exergue de mon blog, j'ai toujours mis la phrase magnifique de Marc Bloch, et j'invite les parents à la faire apprendre par cœur à leurs enfants. Pour moi, ça devrait être même une partie de notre devise de la République, c'est-à-dire ça résume en réalité ce qu'être français. Le fait d'aimer la culture française, et surtout, ce qui est le plus important, et c'est la chute de la pensée de Marc Bloch, c'est de dire, et surtout, je me suis efforcée à mon tour de défendre la France de mon mieux. Et donc, c'est ce que j'invite les parents à faire, transmettre à leurs enfants, ce que parfois l'école ne transmet plus, c'est-à-dire l'engagement à défendre notre patrie, tout simplement, que ce soit notre patrie par hérédité ou par adoption, comme c'est mon cas. Et cette dame d'origine maghrébine vient me voir et me demande, me parle en arabe, et on me demandait est-ce que vous parlez arabe. Je dis oui, je parle, je comprends l'arabe. J'ai étudié 15 ans en Algérie, j'y ai fait le collège. C'est important que je dise ça, vous allez comprendre pourquoi, parce que j'y suis arrivée au collège, au lycée, et j'ai fait l'école polytechnique d'Alger. Et je dis ça parce que je suis arrivée au collège, ce qui veut dire que j'ai été éduquée
sur le plan affectif et intellectuel en France, à une époque où mes parents nous ont laissé complètement être immergés dans la culture française. Nous étions vraiment dans le processus d'assimilation. Et quand mes parents ont souhaité que l'on devienne arabo-musulmans, ils nous ont emmenés en Algérie. En vérité, je le dis dans le livre, mes parents n'étaient pas arabes, ils sont morts en pensant être arabes, ils étaient berbères d'origine. Et cette dame me dit, les Français... Madame sont des niya. Niya, c'est un mot en arabe qui est très difficile à traduire en français et je l'écris dans le livre, qui mériterait de rentrer dans notre dictionnaire. Et soit dit en passage, je donne une liste de noms, de mots qui appartiennent à la langue française comme amiral, abricot, etc., qui viennent de la langue arabe. Donc il n'y a aucun frein à ce qu'on puisse prendre d'autres mots. Comme disait Michel de Montaigne, il faut que les mots se prononcent bien en français et se retiennent bien. Et donc elle me dit, les Français sont des niais, madame. En réalité, c'est un mélange de naïveté, de bêtise, de quelqu'un qui est un peu simplé, excusez-moi, mais c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui sur ces questions de l'assimilation et de la dérive que l'on observe en France. Des personnes, ces niais, qui sont incapables de tirer les enseignements de leurs erreurs. Et ça, c'est problématique et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire tout ce qu'on observe depuis maintenant plus de 40 ans sur l'échec croissant de l'intégration culturelle et ne parlons même pas d'assimilation, et on est incapable de tirer les enseignements et on persiste à dire que c'est une question économique, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc, le problème qui se pose, et c'est au centre de votre question, Alessandre, c'est que dans la langue arabe, quand on qualifie quelqu'un de niya, c'est quelqu'un dont on a pitié, mais qu'on ne respecte pas. Parce que donc là, les Français ne sont pas respectés. Ils ne peuvent pas être respectés. Il faut vraiment que les auditeurs le comprennent. C'est-à-dire que les Français, les Occidentaux, parce que dans mon livre, je parle d'autres pays. Au HCI, nous avions des contacts avec les élites dans les autres gouvernements des autres pays occidentaux, dont également le Canada. Ils sont confrontés aux mêmes problématiques qu'en France. Et donc, tous les pays sont confrontés à la même difficulté. Et en réalité, les Occidentaux, en pensant toujours que c'est de leur faute, donc là je parle de la repentance coloniale, la culpabilité coloniale, et que c'est un problème économique, qu'ils ne donnent pas assez, etc., en réalité, ils se retrouvent être les dindons de la farce. Vous dites les niais, donc c'est la naïveté, le côté simplet des élites. Est-ce que c'est seulement de la naïveté ou est-ce qu'on en est arrivé là pour d'autres raisons? Dans votre livre, vous dénoncez notamment le clientélisme. Alors je fais une différence, Alexandre, entre les élites et le peuple, c'est-à-dire les personnes de la population. Quand je parle des dindons de la farce, je parle du peuple, des peuples européens. Je parle ici, là, pour ce qui nous concerne, des Français. Les élites sont parfaitement au courant. J'étais au Conseil d'intégration, nous avions toutes les remontées d'informations, que ce soit des préfectures, que ce soit des renseignements. Nous savions tout, nous savions ce qui se passe en classe, les questions des problèmes de niveau scolaire, etc. Donc, ce sont les peuples qui n'ont pas, de manière accessible et facile, accès à toutes les informations qui en réalité, excusez-moi du terme, gobent tout ce que les médias leur racontent et leurs élites leur racontent. Mais je fais une différence. Je suis pas forcément d'accord avec ce diagnostic savent. Parce que j'ai l'impression que le peuple a manifesté justement souvent sa colère vis-à-vis de certaines décisions et qu'on lui a pas forcément demandé son avis. Vous pensez au référendum? Oui, au référendum de 2005 sur la Constitution, et même si on regarde les sondages sur la question de votre livre, qui est la question de l'intégration, de l'immigration, on voit bien qu'aujourd'hui on atteint jusqu'à 70, même plus je pense, de Français qui sont favorables à une meilleure maîtrise des flux ou un contrôle plus strict, voire à l'arrêt de l'immigration. Donc est-ce qu'ils ont été naïfs ou est-ce que simplement ils n'ont pas été écoutés par leurs dirigeants? Alors Alexandre, là vous citez des chiffres qui sont récents, ce sont ces dernières années. Oui, d'accord. Donc là je disais le recul, c'est-à-dire pendant près de 40 ans, en réalité, on peut commencer à s'interroger au moment où il y a eu le regroupement familial. C'est-à-dire que les personnes apportent leur famille et on ne pose pas comme condition le fait qu'il faut pouvoir s'insérer. Je fais dans tous mes ouvrages la distinction entre l'insertion, l'intégration et l'assimilation. Parce que l'insertion, c'est le fait que les personnes qui viennent doivent respecter les modalités de vivre ensemble lorsqu'elles sont en public. Et elles deviennent pas nécessairement françaises. La difficulté, c'est qu'on a fait le regroupement familial, on n'a pas modifié le code de la nationalité dont je parle beaucoup dans mon livre, et je donne le contenu de mon audition par la mission du code de la nationalité. C'est une hérésie de penser que parce que l'on traverse la frontière, on va nécessairement être habité de l'envie
ou ne serait-ce que de la force et du courage de s'assimiler, de s'intégrer culturellement déjà, et puis ensuite d'aller vers l'assimilation. Et l'assimilation, c'est véritablement la volonté de faire partie du même arbre généalogique que le peuple de la terre d'accueil. Malika Sorel, merci d'être avec nous sur Sud Radio. La culpabilité coloniale dresse-t-elle une partie des immigrés contre la France? Comment en sortir? Les réponses de Malika Sorel après la pause en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Malika Sorel. Nous parlons de son dernier livre, Les dindons de la farce, en finir avec la culpabilité coloniale. On disait avant la pause qu'il y avait une forme de trahison des élites qui n'avaient pas voulu voir, en tout cas mener des politiques sur l'immigration, sur l'intégration ferme, capables de faire face aux dangers. Quelles sont les raisons de tout cela? Vous parliez d'une part de naïveté des peuples, mais vous nous disiez les élites étaient au courant de tout. Donc ils sont rentrés, c'est quoi? Ils sont rentrés dans une logique clientéliste, c'est une logique idéologique. Quelles sont les raisons qui ont fait qu'ils ont été dans le déni sur ces questions-là? Alors, Alexandre, il n'y a pas une raison unique. C'est-à-dire qu'en fonction des personnes, et c'est pas nécessairement en fonction des partis politiques, il faut vraiment sortir de l'approche sectaire des partis, parce qu'en réalité, des patriotes, vous en avez à gauche, à droite, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Donc, il faut vraiment que les Français comprennent que la gravité du moment commande, exige que l'on passe au-dessus de ces clivages partisans. Et ce qui s'est passé, Alexandre, c'est que l'importance des flux migratoires, en réalité, aboutit à ce que les élites politiques soient piégées. Parce que dans la mesure où la nationalité, donc le droit de vote, est accordé de manière quasi systématique, faut pas se mentir, que ce soit par le droit du sol ou par le mariage. Vous vous mariez avec un Français, de toute façon vous aurez la nationalité française, on voit pas le rapport, mais bon. Ces personnes finissent par voter. Donc ce qui s'est passé, et ça a été résumé par François Hollande lors de son élection en 2012, il est parti dans les banlieues en disant « Ne sous-estimez pas votre force ». En démocratie, un homme, c'est une voix. Vous êtes plus nombreux, même si eux sont plus riches. Donc il va dans les banlieues, il leur dit allez voter, vous êtes plus nombreux que les Français. En gros, il visait les Français de souche culturelle européenne, qui eux sont plus riches, mais ils sont moins nombreux. Donc vous voyez, Alexandre, que la raison pour laquelle le personnel politique a dévié et a fini finalement par trahir la réalité, le cœur de sa mission, qui est de respecter la Constitution française et donc l'identité du peuple français, c'est lié à la question des flux migratoires. C'est pour ça aussi que je dis, mais depuis très longtemps, qu'il faut suspendre les flux migratoires, comme d'ailleurs l'avait demandé Michel Barnier. Il faut un moratoire, Alexandre, lorsque l'on adopte des enfants. Si à un moment donné, dans une famille, les parents se révèlent incapables, pour une raison ou une autre, de créer des conditions du bien vivre ensemble, les parents doivent cesser d'adopter pour un certain temps. Et là, nous sommes dans la même situation. Une nation, c'est une famille. Et d'ailleurs, il y a un très bon livre qui a été écrit par Eve Zeftel sur l'UDI, le parti qui est allié aujourd'hui de LR aux élections, et qui montre comment les élites sur le terrain, elle est allée travailler sur le 93. Notamment Jean-Christophe Lagarde à Drancy. Absolument. Et son livre est vraiment incroyable. Et je retrouve ce qu'en réalité on observait par ailleurs. Et donc ce n'est pas que le cas de Jean-Christophe Lagarde, c'est un peu partout sur le territoire national. Les élites lâchent tout. Et j'avais écrit déjà dans un précédent livre, et j'en reparle aujourd'hui, parce que dans mon livre, je donne un certain nombre de noms de personnalités pour montrer que c'est dans tous les partis. Chez Europe Écologie Les Verts, lorsque la ministre dit qu'il y a un problème d'islamo-gauchisme, le ministre de l'Enseignement supérieur, et souhaite faire une recension, une enquête quelque part, vous avez Yannick Jadot qui demande quoi? La démission de la ministre, au lieu de s'en inquiéter. Alors qu'on savait très très bien depuis très longtemps qu'il y avait ces dérives. Dans mon livre, je parle également du fait que, y compris Valérie Pécresse, c'est une réalité. J'en avais parlé avec elle à l'époque et je pensais qu'elle n'avait pas compris ce qui se passait. Je ne comprends pas que les élites politiques ne soient pas sanctionnées quand ces élites vont parler devant des associations qui sont classées véritablement dans un islam qui est politique, qui
qu'une muraille identitaire, une clôture. Donc elle l'a fait. Quand elle était ministre de l'Enseignement supérieur au Conseil d'intégration, nous avions demandé à ce que le voile soit proscrit des universités parce que les filles dans l'islam ne sont pas majeures à 18 ans. Il faut arrêter de plaquer le schéma occidental sur le fait que les gens sont libres, naissent libres et égaux. C'est entièrement faux cette affaire. C'est peut-être vrai pour les occidentaux mais pas pour les autres cultures. Et l'ambition c'est qu'on arrive toujours tous à cette liberté. Et donc elle avait promis à ces personnes en tant que ministre de l'Enseignement supérieur de ne pas interdire le voile islamique. Et tout ça pourquoi ? Je reviens sur la question des flux migratoires et c'est pour ça qu'elle est essentielle. Il faut que l'on permette en tant que peuple de redonner la liberté aux élites politiques qui n'ont plus cette liberté qui, du fait du droit de vote accordé au travers de la carte d'identité nationale, en viennent à regarder, comme dans le marketing, quand on est dans une entreprise, j'ai qui sur mon territoire, dans ma collectivité, ils saucissonnent l'électorat et ils cèdent sur la laïcité, les baux amphithéotiques, on construit des mosquées. Vous n'avez aucune personnalité politique qui vous dit non, moi je vais construire des écoles et des écoles publiques pour que l'on puisse transmettre les principes de la République, mais pas seulement, les mathématiques, etc. Parce qu'on ne peut pas réindustrialiser, c'est une parenthèse, l'ancien ingénieur qui parle, enfin, ancien ingénieur, je suis toujours ingénieur un jour, ingénieur toujours, on ne peut pas réindustrialiser un pays si on ne met pas des maths un peu partout. Et là, les élites politiques, non, donnent de quoi construire des mosquées, des écoles coraniques, donc, etc. Si je vous entends bien, il y a une espèce d'intérêt politicien pour avoir des voix, on cède, on fait des concessions, des accommodements déraisonnables, mais il y a aussi au cœur de votre livre, ça s'appelle « En finir avec la culpabilité coloniale », ce sujet-là, de la repentance, et est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie des élites qui se sont senties tout simplement coupables ? Ou une partie du peuple français aussi. Le peuple, oui. Merci Alexandre de remettre ça sur la table parce que c'est très important et ça rejoint la distinction que je fais. C'est-à-dire que les élites politiques, c'est pour un intérêt bien compris. Donc c'est de l'égocentrisme, appelez-le comme vous voulez, le narcissisme, ce que vous voulez. Même à 80 ans, ils veulent encore être réélus. Bon, pas qu'en France, il y aura des Biden. Donc c'est une parenthèse, excusez-moi, mais ça montre vraiment que le mal n'est pas qu'au français. C'est important de le savoir, c'est dans tout l'Occident. Et donc, il y a une distinction. Par contre, le peuple, oui, le peuple a été emprisonné. C'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose de terrible. Le peuple accueille depuis des décennies des personnes qui viennent pour la plupart des couches inférieures des sociétés d'origine, qui sont pauvres. Ils arrivent, ils font un bond économique, leurs enfants sont à l'école, on les prend en charge totalement, même plus que les Français de naissance, des Français de souche. Et ensuite, on a réussi à convaincre ces mêmes Français de souche qu'ils étaient racistes, qu'ils voulaient de personnes, qu'ils voulaient des personnes. Et ça, c'est quand même assez terrifiant. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il suffisait que l'État rappelle les dizaines de milliards qui sont injectés chaque année dans ce sujet de l'immigration. Dans la politique de la ville, par exemple, vous êtes assez critique là-dessus. Je suis très critique sur la politique de la ville parce qu'elle a consisté à s'attaquer au sujet par quelque chose qui est sans objet, c'est-à-dire le ravalement des façades, etc. Moi, j'ai vécu en Algérie. Je peux vous dire que tout le monde se battait pour habiter dans le HLM, c'est l'équivalent du HLM. Donc, les grandes barres d'immeubles, on marchait dans la boue parce que c'était pas bétonné, etc. Les gens arrivent de là-bas, ou parfois ils sont entassés à 10 dans la même pièce, ils arrivent ici, on leur donne un F4, un F5, ils sont dans des immeubles, ils sont logés, ils paient quasiment rien, ils sont dans des logements sociaux, et on va faire croire aux Français que les Français sont racistes. Et le meilleur chiffre, et ça c'est important que les Français le sachent, et comme ça va aider à la déculpabilisation, c'est qu'il y a des études qui ont été faites, et en réalité, une grande proportion des personnes du Maghreb et de l'Afrique souhaiteraient venir vivre ici, chez l'ancien colon. Ça vous montre à quel point, dans mon livre, je donne les chiffres. Là, je l'ai pas en tête, mais je vais en citer juste quelques-uns. Par exemple, la BBC qui avait travaillé sur un sondage d'Afro-Baromètre, qui citait qu'un Africain sur 3 envisage d'émigrer. Vous avez un site recrute.com. 91% des personnes marocaines interrogées voudraient venir. Le Boston Consulting Group, qui a travaillé sur l'Algérie, chiffre 2018, 84% des Algériens interrogés se disent prêts à s'expatrier et ils choisissent en général Canada ou la France.
84% des Algériens, vous voyez, on n'est pas loin du 19 mars, les accords d'Évian, l'ancien gros colon méchant. Donc si ça pouvait déculpabiliser les Français, juste un dernier mot. Il faut que les Français prennent conscience que s'ils ont pu être culpabilisés aussi facilement, c'est parce qu'eux-mêmes ont au cœur de leur identité, et c'est l'identité chrétienne et en particulier catholique, le fait qu'ils sont eux-mêmes programmés pour être dans la culpabilisation et la repentance, et aussi, et là je renvoie à la lecture de l'évangile de Matthieu, au fait qu'ils sont dans la préférence étrangère, puisque Dieu dit j'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Il reproche à ses propres ouailles le fait qu'ils n'ont pas fait dans la préférence étrangère, qu'ils n'ont pas accueilli des étrangers, ils les ont pas nourris, etc. Et c'est pour ça que ce procès en racisme, en culpabilité, en repentance a pu si bien prendre chez les Occidentaux et en particulier français, parce qu'il y a une différence entre les catholiques et les protestants. Les catholiques, entre guillemets, sur la culpabilité, sont malheureusement les pauvres, les plus fragiles. Et cette repentance et culpabilité, jamais, Alexandre, ça n'aurait pu prendre sur une terre islamique. C'est impossible, puisque dans les terres islamiques, la préférence, c'est une préférence par rapport au peuple national ou une préférence par rapport à l'appartenance à la communauté musulmane. Vous parliez de repentance, vous avez évoqué justement le 60e anniversaire des accords d'Évian. Le commémorer, comme ça a été fait, pour vous, ça s'inscrit dans la repentance, ou c'est simplement vouloir faire de l'histoire, dire les heures lumineuses et les heures sombres de notre histoire? Où est-ce que ça commence, la repentance, et où est-ce que ça s'arrête? C'est bien aussi pour une nation de savoir faire son autocritique, non? Je pense que ça appartient à l'histoire. C'est important de parler de l'histoire. Est-ce qu'il faut, pour les uns, commémorer, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est célébrer. C'est une histoire qui est récente, donc il y a beaucoup de souffrances de part et d'autre. Je veux dire ici que lorsque je vivais en Algérie, j'ai rencontré des combattants, des personnes qui avaient combattu la France. Ils n'étaient absolument pas dans une haine de la France. C'était pour eux une guerre, voilà, la guerre s'était terminée. Et c'est devenu un enjeu, parce qu'en réalité, il y a une instrumentalisation. Dans mon livre, je parle des matérialistes de la mémoire, parce que comme les Français se culpabilisent facilement, pourquoi se gêner? Donc on va à chaque fois ressortir la question de la guerre d'Algérie. Vous nous avez martyrisés, c'est pour ça que nous sommes tant de gens à vouloir venir. On a plus que 30 secondes avant la pause. Mais ce que vous expliquez, c'est que la mémoire est devenue une rente pour certaines personnes. C'est devenu une rente, absolument. Et donc, il faut tourner la page de cette histoire. Il faut qu'aujourd'hui, on se focalise sur nous, les erreurs que nous sommes en train de commettre vis-à-vis de la France que nous allons léguer à nos enfants. Et donc, la repentance par rapport au passé, alors que nous n'y étions pas, c'est un peu trop facile. Merci Malika Sorel d'être avec nous sur Sud Radio. La journaliste et essayiste Claire Cos nous rejoint après la pause. Elle nous dira pourquoi elle a choisi de changer de prénom et se faire appeler Claire. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Malika Sorel. Claire Cos nous a rejoint. En toute vérité, nous parlons du défi de l'immigration et de l'intégration. Claire, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste. Vous avez écrit ce livre, Claire, le prénom de la honte. Vous êtes fille d'immigrés turcs. Vos parents vous avaient appelé Sidem et vous avez choisi de vous appeler Claire. Pourquoi ? Alors, il faut voir là, non pas une volonté de s'intégrer ou de vouloir prouver à tout prix que j'étais française. J'avais simplement envie, ça fait partie aussi de l'histoire de l'immigration, et ça, il faut vraiment le comprendre. Il y a en France des enfants issus de l'immigration qui, se sentent français et qui ont aussi envie d'avoir un prénom français. Tout simplement parce que c'est aussi simple que ça, et avant, c'était quelque chose de très banal. C'est déjà arrivé par le passé. Je pense à Guillaume Apollinaire, qui s'appelait Guglielmo. Je pense à Romain Gary, qui s'appelait Roman, à Marie Curie qui s'appelait Maria, il y a même Anne Hidalgo qui est née Anna, ou encore Léa Salamé qui est née Ala. Parfois, quand on se sent français, on a tout simplement aussi envie d'avoir un prénom français sans faire de polémique, sans faire de politique. C'est aussi ça l'histoire de l'immigration. Et comment a réagi votre famille quand vous avez choisi de changer de prénom ? Très mal, parce que Claire, le prénom de la honte, un titre volontiers provocateur, c'est la première réaction qu'ils ont eue lorsque je leur ai annoncé en rentrant de ma cérémonie de naturalisation que j'étais française, en brandissant ma carte d'identité, et qu'en plus j'avais changé de prénom, j'avais choisi un prénom français. Et voilà, leur réaction, ça a été Claire. T'as choisi Claire comme prénom, mais quel prénom de merde, la honte. Voilà la réaction qu'ils ont eue. Ça, c'est la réaction de mes parents, mais le plus
terrifiant, j'ai envie de dire, c'était la réaction de mes amis d'origine française qui étaient journalistes, qui étaient là pour célébrer ma naturalisation et qui m'ont dit quoi, t'as changé de prénom? Ils tenaient le même discours en fait pour tous étaient d'accord pour dire que j'avais trahi mes origines. Ça c'est intéressant parce qu'effectivement vous êtes accusé de traîtrise par votre culture d'origine, mais aussi par votre culture d'accueil. Est-ce que Malika Sorel, ça rejoint ce que vous expliquiez sur la culpabilité du monde occidental? Oui, j'ai beaucoup apprécié le livre de Claire Koss, je souhaite le dire. Merci beaucoup. J'y ai trouvé vraiment l'illustration de tout ce que j'écris depuis des années. Et puis j'ai vu aussi qu'en réalité, mais ça ne m'étonne absolument pas, que ce soit l'origine turque ou maghrébine, en fait c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'assimilation, lorsqu'elle se produit, ou même avant l'assimilation, la simple intégration culturelle, elle se fait contre son propre milieu. Et Claire, j'ai lu votre livre avec attention, je vais vous rassurer. J'avais cité dans mon dernier livre, je recite, des études qui montrent que la plupart du temps, lorsque les personnes issues de l'immigration, en particulier musulmane, surtout musulmanes, font le choix de la terre d'accueil, donc s'assimilent, deviennent occidentaux, ils sont rejetés et ça se paie auprès de la rupture avec la famille. Donc c'est un prix à payer, mais ça vaut la peine. Il faut passer. Et c'est vrai que ce qui est plus grave, là, à la limite, moi je comprends ça. C'est-à-dire, je comprends. J'entends parce que les parents, c'est très douloureux pour des parents de voir que l'enfant se détache et ne fera plus partie de le même arbre généalogique. Mais ce qui est proprement insupportable, inqualifiable et qu'on doit combattre et dénoncer, c'est le fait que les personnes de la terre d'accueil, avec toute la souffrance que vous portez en vous, parce que rompre avec une partie, c'est pas qu'on rompt avec un milieu d'origine, c'est eux qui nous rejettent parce que on a trahi, d'ailleurs, traître à ta race, hein, c'est le terme employé. Et on arrive dans une société, vous avez ceux qui ont hérité de ce pays, au lieu de vous accueillir à bras ouverts, vous font encore un procès. C'est insupportable, mais ce n'est pas que de la culpabilité, Alexandre. Il y a aussi une part de racisme que je dénonce dans mon livre. C'est-à-dire que dans leur esprit, parce qu'ils accepteraient que ce soit des Italiens ou autres, dans leur esprit, c'est, et je résume ça avec ce terme-là, est-ce que les bougnoules sont capables de devenir occidentaux? Eh bien, ils nous refusent ça. Et ça, il faut le dénoncer. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est une forme de condescendance? Parce que généralement, les gens qui, je suppose, hein, j'ai lu votre livre, les gens qui vous ont fait la remarque se qualifient plutôt de progressistes. Ils sont plutôt antiracistes et ils se donnent généralement bonne conscience. Enfin, je ne veux pas parler à votre place. Alors, sans faire de généralité, encore une fois, je parle moi dans mon livre de mon cas personnel. Je suis journaliste, je l'ai écrit avec ma plume de journaliste et je me suis dit comment raconter une réalité sans faire de généralité, eh bien en partant de ma propre histoire, ce que j'ai vécu, parce que je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et en fait, ces personnes-là, celles à qui j'ai eu affaire très souvent, la plupart du temps, c'était voulant bien faire. Ils nous enfoncent, nous, les enfants issus de l'immigration, qui ne voulons qu'une chose, c'est s'intégrer et s'assimiler, être des Français à part entière, en fait, au même titre que les autres. Et c'est toujours voulant bien faire. Voulant bien faire, ils me parlaient toujours de la Turquie. Voulant bien faire, encore une fois, voulant bien faire devant mes parents, ils disaient que c'était mal, qu'on avait quoi? On a fait chanter la Marseillaise à des étrangers, mais c'est raciste. Ils ne me voyaient toujours pas comme une Française, alors que j'ai grandi en France, je suis arrivée à l'âge d'1 an, mais moi je ne connais que la France. Et encore une fois, il y avait ces amis qui étaient journalistes, mais il y a aussi des politiques qui tiennent ce genre de discours. Oui, récemment, j'ai été invitée sur un plateau, il y a quelques mois, sur un plateau télé, il y avait une élue qui disait il ne faut pas parler d'intégration aux enfants issus de l'immigration, on n'a pas à leur parler d'intégration, mais il ne faut pas non plus leur parler d'assimilation. Mais il faut parler de quoi? De communautarisme alors? Ils sont quoi ces enfants? Ce qui est intéressant aussi... Pardon, Malika. Oui, je voulais dire que ça c'est important, Claire, ce que vous venez de dire. Et vous dites, ils le font parce qu'ils voulaient bien faire. En réalité, lorsqu'on creuse, et j'ai creusé pour comprendre un peu d'où ça vient de très loin. Et c'est pour ça que je cite dans mes écrits Romain Gary, qui avait observé ça aux États-Unis, parce qu'il faut rapprocher ça de la culpabilité aussi, ce qui se passe aux États-Unis depuis les années 60, le combat de Martin Luther King. C'est pour eux qu'ils agissent comme ça, Claire. Ce n'est pas pour vous, ni pour les enfants de l'immigration. C'est parce qu'ils veulent appartenir au camp du bien. Parce qu'appartenir au camp du bien, il y a un retour sur investissement. Vous le décrivez dans votre livre. Vous faites partie des bons cercles du journalisme. Vous pouvez grimper dans la hiérarchie. Vous avez parlé de la discrimination positive que je combats depuis le début. Et donc, ces gens-là
disent qu'ils veulent faire ça au nom du bien, mais en réalité, ils le font par égoïsme et narcissisme pour eux-mêmes. Et je cite des extraits de Romain Gary, d'ailleurs qu'Alexandre, je vous remercie, vous aviez mis dans le Figaro, et c'est absolument incroyable. Tout à fait, il explique effectivement que avoir mauvaise conscience, c'est aussi une manière de se donner bonne conscience, et c'est ce que vous décrivez très précisément, Claire Cos, dans votre livre, à travers vos collègues journalistes, notamment. Ce qui est paradoxal et effrayant aussi, et que vous montrez bien dans votre livre, c'est que vos parents, pour le coup, se sont aussi radicalisés et repliés sur eux-mêmes en France, en fait. Oui, j'allais venir, oui, absolument. En fait, ce qui est tout aussi effrayant, moi je pense que ça aussi c'est un vrai problème, et il faut vraiment dénouer ce comportement qui fait énormément de mal aux enfants, encore une fois, et aux filles. En tout cas, me concernant, c'était moi qui était la première à subir tout ça. Lorsque mes parents me tenaient des discours anti-français en me disant que je faisais ma sale française, quand je faisais quelque chose qui n'allait pas dans leur sens, c'était arrête de faire ta française ou ta sale française. Et vers l'adolescence, un jour, j'ai dit à mon père, mais pourquoi tu dis sale? Française, je veux bien, mais pourquoi sale? Et là, comment j'avais osé parler comme ça à mon père, comment j'avais osé j'avais manqué de respect à mon père. Et je leur disais, mais vous voyez, si la France ne vous convient pas, c'est pas grave, vous pouvez rentrer dans votre pays d'origine, c'est pas grave du tout. Et si c'est une question d'argent, nous, vos enfants, nous travaillerons et nous vous donnerons de l'argent si c'est ça qui vous manque. Et là, mon père m'avait dit une phrase, il m'avait répondu, et c'était mon père et ma mère d'ailleurs, c'était tous les deux, il m'avait dit d'un coup, tous les deux ensemble, tu parles comme Martine Le Pen. Et là, j'avais rigolé, je m'étais dit, mais on va jamais s'en sortir, vous voyez, et ça les énervait encore plus. Il y a aussi cette réalité des parents. Je veux dire, je comprends pas comment peut-on vivre dans un pays où on se sent mal? Comment faire porter ça à ses enfants? Comment peut-on faire porter ça à ses enfants? Cette culpabilité, cette obligation de non-intégration, d'assignation à résidence identitaire perpétuelle. Et ça, c'est vraiment, je crois, quelque chose... je le lis, moi, à l'arrivée de l'antenne parabolique, donc fin des années 80, début des années 90, mais mon père, un jour, est arrivé avec une énorme antenne parabolique qui était plantée dans un seau de chantier, posé dans le salon pour capter le satellite, la télévision turque. Et là, c'était fini. Avant, on avait Delon à la maison tous les soirs, Belmondo, on regardait Anne Sinclair à la télévision. C'est peut-être aussi pour ça que je suis devenue journaliste, parce que moi, c'était ma fenêtre sur la culture française, c'était la télévision et bien sûr l'école. Mais après, tous les programmes culturels, le cinéma, tout ça, c'était à la maison à travers la télévision. Et quand la parabole est arrivée, c'était fini. Il y a la parabole, mais est-ce qu'il y a aussi les associations communautaires? Vous parlez de l'influence turque en France. Alors moi, je parle plus des associations d'aide aux immigrés françaises, des associations françaises qui en plus tenaient des discours à mes parents, qui au départ, leur adaptation était plutôt positive. Ils regardaient les programmes de télévision français, pardon. Ils apprenaient la langue. En fait, leur adaptation se passait plutôt bien. Et après, ils ont été pris en charge par des associations d'aide aux immigrés, mais des associations françaises, et qui leur tenaient ce discours de victimisation. Ils leur disaient que la France les avait mal accueillis, que les Français étaient racistes. À longueur de temps, on leur disait ça. Et un jour, quand j'étais en capacité de pouvoir... Parce que j'accompagnais souvent mes parents pour les démarches administratives et pour traduire auprès du médecin, auprès des associations. Et un jour, je dis à l'un de ces militants associatifs, je lui dis, mais je comprends pas, les Français sont racistes. Mais vous êtes Français, donc vous aussi, vous êtes raciste. Ah mais non, moi c'est pas pareil. Non, vous pouvez pas dire ça. Claire, je m'appelais Chidem, vous pouvez pas dire ça. Vous voyez, c'est ce discours. Quand vous dites à quelqu'un que s'il n'a pas réussi, c'est parce que c'est lié au racisme. Au lieu de dire, vous savez, vous n'avez peut-être pas les codes, on va vous apprendre, on va vous montrer. Moi, mon rêve le plus absolu, c'était, vous savez, c'est pas un rêve inaccessible. Moi, je rêvais que mes parents habitent dans un pavillon phénix. Je rêvais de ça. Je voulais sortir de cette banlieue qui se communautarisait. Où la femme était... moi, je pouvais pas sortir en débardeur dans ma cité, vous voyez. Il fallait toujours faire attention, marcher en regardant par terre, pas croiser le regard des garçons. Moi, j'ai 2 frères, j'en avais pas 2, en réalité, j'en avais 50. Tout ce que je faisais était épié et rapporté. Un jour, je traînais avec des copines dans la cité, ça a été rapporté immédiatement à mes frères. On était dans notre cité, des traînées, c'est-à-dire jouer ensemble, voilà. Tout, c'est ça la réalité aussi. Mais ça montre bien aussi
La difficulté est claire parce qu'il existe une très grande distance culturelle, parce que ce que vous décrivez, c'est exactement ce qui s'est passé en Algérie, parce que moi j'ai connu l'Algérie 2 phases. La phase où la religion était, parce que ça vient de les principes moraux, et en particulier vis-à-vis de la femme viennent de... Toujours de la femme. Viennent là de la religion, oui, parce que la femme c'est le péché, entre guillemets. Ça montre que, oui, je disais sur l'Algérie, il y a eu 2 périodes. La période où les personnes pratiquaient la religion musulmane, chacun comme ils vous souhaitaient, donc ils accommodaient. Et l'autre partie où les fondamentaux religieux sont venus. Et donc, ça montre aussi, là, une fois, qu'il y a 2 dimensions de ce qu'on vient de dire. La dimension des flux migratoires qui font que la cité, peu à peu, et vous l'écrivez dans votre livre, il n'y a plus aucun Français. Aujourd'hui, les flux ont été tellement importants que de toute façon, on ne peut plus déghettoiser, décloisonner. Et la deuxième chose que ça montre, c'est la distance culturelle aussi et ça le français, la dépréciation. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils viennent, n'aiment pas la France. Et ils viennent aussi, il faut le dire, parce que la France accorde un certain nombre d'avantages. Et c'est là qu'on retrouve que les Occidentaux sont les dindons de la farce. Merci Malika Sorel, merci Claire Cors d'être avec nous sur Sud Radio. L'assimilation est-il un idéal toujours possible? À quelles conditions? Les réponses de Malika Sorel et Claire Cors après la pause, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Malika Sorel, auteur des Dindons de la farce, en finir avec la culpabilité coloniale, et avec Claire Cors, auteur de Claire, le prénom de la honte. On parle depuis tout à l'heure d'assimilation, d'intégration. Alors vous expliquez, Claire, dans votre livre, que le fait d'avoir changé de prénom, c'était pas du tout un acte politique. Vous n'aviez rien n'approuvé. Mais Malika Sorel, c'est vrai que en ce moment on parle de la question du prénom, puisqu'un candidat à la présidentielle expliquait qu'il fallait que les enfants de l'immigration désormais portent des prénoms français. Vous dites dans votre livre que ça vous a plutôt choqué, que vous avez été blessé personnellement par cette querelle des prénoms, et que pour vous le prénom n'est pas finalement essentiel pour s'intégrer ou s'assimiler. Ce qui m'a heurté, Alexandre, c'est que comme Claire, et je l'ai dit dans mes livres, je ne me suis jamais posé la question de ma francité. Elle était évidente pour moi. Et d'ailleurs, je me suis aperçue que j'étais française quand je suis arrivée à l'âge de 10 ans en Algérie. Pour moi, c'était un pays étranger. Donc, petit à petit, j'étais malheureuse, je me sentais pas bien. Alors, on regardait à l'époque beaucoup les programmes de télé françaises. C'était vraiment branché sur la France depuis l'Algérie. Donc l'inverse, Claire, de ce que vous aviez vécu ici en France. D'abord, mes parents nous avaient éduqués, lorsque nous étions en France, à la française, complètement. Ils nous parlaient qu'en français, je n'ai jamais entendu parler arabe, à part lorsque je suis arrivée en Algérie. Et même au niveau de la nourriture, ça c'est important, la nourriture, vous en parlez dans votre livre, Claire, ma mère a toujours cuisiné français. C'est-à-dire qu'on savait même pas ce que c'était un plat arabe, on savait même pas ce que c'était arabe. Et donc, on mangeait français, on respirait français, etc. Et donc, la question de la France, moi, c'est jamais posée. Quand j'étais en Algérie, j'entendais la Marseillaise, je frissonnais et je savais pas pourquoi, je comprenais pas. La polémique des prénoms, mais Alexandre, j'ai été victime, moi aussi, d'insultes racistes parce que j'ai pas changé mon prénom. Voilà maintenant très longtemps que je me bats pour la France. J'ai fait beaucoup de sacrifices. C'est pas que j'ai fait des sacrifices, c'est que les élites politiques, une partie m'ont sacrifié. À part François Fillon et Nicolas Sarkozy, le reste, ils m'ont fait passer à la trappe parce que, à cause des flux migratoires, ce qui est important, c'est pas de récupérer des gens qui, comme Claire et moi, avons choisi l'assimilation, c'est de récupérer des gens qui sont restés dans leur jus et qui vont leur ramener les voix de ceux qui ne se sont pas assimilés. Il faut bien que les gens comprennent où est la responsabilité. Et donc, moi, ça m'a heurté. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Avec tout ce que je fais pour la France, le prénom fait que je ne... Alors moi, j'en avais parlé avec Éric Zemmour. Je connais très bien Éric, on se connaît, on se tutoie, on se parle depuis très longtemps. Et quand il a fait ça, je lui dis, non mais Éric, attends, je t'ai toujours dit, ce qui est important, c'est quand les gens s'assimilent, décident d'inscrire leurs enfants dans l'arbre généalogique, petit à petit, ça va devenir spontané, ils vont eux-mêmes donner des prénoms à leurs enfants. Français, des prénoms français. Donc, moi, j'ai des enfants. Ça a été logique pour moi. Ça m'a même pas traversé l'esprit de leur donner un prénom étranger. Mes enfants ont des prénoms français. Et ce qu'il a dit à Absatou, c'est-à-dire une insulte à la France, ça a été tellement violent pour moi. Et surtout, quand ça s'est produit, ce sont des intellectuels très importants qui étaient présents, qui n'ont même pas pris ma défense. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce pays si
on se bat pour ce pays et qu'on en arrive à nous chercher des poux dans la tête pour un truc comme ça et qu'on nous rejette, et là on va revenir sur l'histoire, Alexandre, et sur la culpabilité et la repentance, et qu'on nous traite comme les harkis ont été traités. C'est-à-dire sur le prénom et sur la face. Donc moi, ce que je veux, qu'on écoute bien ce que je dis. Aujourd'hui, la situation de la France est extrêmement grave. La ligne de démarcation, et le mot démarcation, je l'emploie à raison, elle doit passer par ceux qui se battent pour assurer la continuité historique du peuple français et ceux qui, aujourd'hui, cèdent la France territoire par territoire. C'est là la ligne de démarcation. Moi, je vais vous rappeler ce qu'avait dit Martin Hirsch. Martin, ça s'appelait Éric Zemmour, Martin. Martin Hirsch avait dit « L'intégration se fera le jour où les catholiques appelleront leurs enfants Mohamed ». Alors pour Éric Zemmour, Martin est français, mais Malika, qui depuis des décennies se bat pour la France, elle... Donc ça, c'est tellement ridicule qu'il faut qu'on laisse ça de côté. Oui, ça vous choque, parce qu'il ne s'agit pas de demander aux gens de changer de prénom, mais il s'agit de, pour encourager l'intégration et l'assimilation, d'inciter les parents à donner un prénom français. Est-ce que vous êtes choqué par ce genre de... Alors moi, voilà, encore une fois, moi je ne fais pas de politique, j'ai écrit un livre sur mon histoire personnelle. Lorsque moi j'ai fait cette demande de changement de prénom, c'était en 2006, ma demande, donc c'était bien loin, je ne connaissais pas Éric Zemmour, où il n'y avait pas encore toutes ces polémiques autour de ça. Ce que je veux dire, c'est que ça a toujours existé, c'est ce que je disais, le désir, et ça appartient c'est très personnel tout ça. Moi, ce que je dis de mon point de vue, moi j'ai envie de donner... Ce que je ressens, c'est qu'il faut avoir... Ce qui manque aujourd'hui en France, c'est l'envie d'aimer la France, l'envie de donner l'amour de la France, en fait. C'est ce sentiment d'appartenance à la France, ce que vous dites, Malika, sur lequel il faut travailler. C'est quand même terrible aujourd'hui, pour une phrase aussi banale qui est la suivante, qui est de dire « j'aime la France », de se prendre des tombereaux d'insultes, des menaces de mort, ce qui a été mon cas sur les réseaux sociaux, de recevoir des messages de haine dans un flux continu, en privé comme en public, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas normal. Quand on est en France, c'est terrible. On doit être le seul pays au monde, peut-être, ou dans les pays occidentaux, ça doit être comme ça. De vivre dans un pays que l'on n'a pas le droit d'aimer. Il y a une identité qu'on n'a pas le droit de revendiquer, c'est celle de l'identité française. C'est quand même... c'est terrible. Voilà. Moi évidemment... Lorsque j'ai eu mon enfant, je lui ai donné un prénom français, ça allait de soi. Mon enfant est français, je lui donne un prénom français. Si j'avais vécu à l'étranger, si je me sentais turque, je serais allée vivre en Turquie et mon enfant aurait eu un prénom turc. Moi, je vis en France. Je pense qu'il faut donner envie d'aimer la France. Il faut donner envie, comme vous l'avez dit, Malika, à ses enfants, de donner envie de donner des prénoms français. Pourquoi pas à ses enfants, voilà. Mais effectivement, vous voyez, moi, mes frères, par exemple, ils n'ont pas de prénom français. Est-ce que ça fait d'eux des moins bons français ou des non-français? Pas du tout. Ils sont français. Et ils ont leur prénom d'origine, ou ils n'ont pas changé leur prénom. La question, voilà, elle est tellement personnelle, cette question. Et puis c'est surtout que c'est blessant. Vous voyez, moi j'ai une connaissance depuis des années qui s'appelle Abdelkader. C'est un fils de harki. Et Abdelkader, Alexandre, c'est un prénom quand même ça résonne. C'est-à-dire qu'Abdelkader, nous en Algérie, on nous enseignait que c'était le héros qui avait tué beaucoup de Français. En France, on le présente Abdelkader comme étant l'ami de la France. Hein. Donc ça c'est important, c'est la manière dont on transmet l'histoire et la culture au sein des familles. Et donc Abdelkader, on va lui dire t'es une insulte à la France. Aujourd'hui, il travaille dans les questions de sécurité. Il travaille aujourd'hui depuis des années pour la France. Il est fils de harki. On va lui dire non, toi t'es pas français, tu t'appelles pas Abdelkader. Et je voudrais dire juste une chose, c'est que il ne faut pas croire vraiment. Moi, j'entends l'angoisse identitaire. C'est très grave ce qui nous arrive en tant que nation, en tant que pays, en tant que peuple. Mais il faut sortir des querelles basiques. Il ne faut pas croire parce que demain tout le monde va donner un prénom français, même si on le rendait obligatoire. Moi, je suis pas contre. On peut le rendre obligatoire. Que c'est ça qui va régler la question. Et je dis dans mon livre qu'en islam, c'est absolument pas interdit. En islam, il y a la seule interdiction, c'est vous ne pouvez pas donner des qualificatifs qui sont utilisés pour Allah, et puis vous ne pouvez pas donner des prénoms qui seraient dégradants pour votre enfant et qui induiraient à terme, qui pourraient faire que l'enfant se comporte mal et n'ait pas une attitude morale. Mais demain, Alexandre, vous pouvez parfaitement avoir des maris, d'ailleurs Marie c'est Myriam, hein, je vous signale, demain vous pouvez avoir des maris en burqa ou en voile, et là les Français seraient vraiment, ça leur ferait un choc. Il n'y a strictement rien dans l'islam qui interdise
que les personnes prennent d'autres prénoms. C'est pas ça qui réglera le problème, c'est pas ça qui fera que l'on a aujourd'hui, et ça montre aussi l'échec de l'école et aussi l'échec du corps enseignant. Il faudra un jour en parler, de la responsabilité du corps enseignant dans la transmission des valeurs, parce qu'il y a eu une dégradation aujourd'hui dans les enquêtes. Vous avez, suivant les enquêtes, donc là, IFOP, en 2020, 74% des enfants en dessous de 25 ans qui placent la religion au-dessus des lois de la République, alors qu'ils ne sont que 24% sur les plus de 35 ans. Ça veut dire qu'il y a eu une régression. Pourquoi les enfants issus d'immigration de plus de 35 ans, eux, plaçaient les lois de la République avant la religion, et pourquoi aujourd'hui, on a un chiffre qui est effrayant au regard de la proportion de l'immigration qui croît dans la population, de personnes qui placent la religion au-dessus, et placer la religion au-dessus des lois de la République, ce n'est pas rien. Parce que ça veut dire pas de liberté individuelle. Et donc le contrôle constant, que vous décrivez très bien clair dans votre livre, sur les personnes. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme. Ça veut dire que la fraternité est circonscrite à la communauté de religion. Donc ça veut dire l'article 1 de la Constitution tombe. Et pas, bien entendu, pas de laïcité. Et donc nous n'aurons plus affaire au même peuple politique. Claire, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais terminer sur une chose importante. Je pense que on voit bien que c'est le sentiment d'appartenance à la France qui manque, cette absence de sentiment d'appartenance à la France. Et je crois que on a beaucoup entendu à chaque élection présidentielle, d'ailleurs, on l'entend. Qu'est-ce qu'être français ? Moi, je voulais juste terminer sur une note peut-être positive. C'est pas encore terminé. Il reste presque 2 minutes, donc on peut dire des choses en 2 minutes. Eh bien, je voulais dire qu'est-ce que c'est qu'être français ? Pour moi, c'est aimer la France et la défendre tous les jours. À chacun à son niveau. Chacun, moi, à travers mon prénom, mon livre, la France m'a donné une langue, m'a donné la liberté. Moi, en échange, je lui offre un livre. Et j'ai changé mon prénom, c'est aussi une preuve d'amour. Mais c'est personnel, je dis pas que tout le monde doit le faire, je dis pas que je suis un exemple à suivre. Mais voilà, qu'est-ce qu'être français ? C'est aimer la France et la défendre. Oui, dans mon livre, je parle, c'est un mot que j'ai emprunté à mes enfants. Parce qu'ils étaient tout petits lorsqu'il y a eu le débat sur l'identité nationale. Le débat, moi j'étais tout à fait favorable à ce débat. Je pense qu'il fallait le conduire. C'est dommage que Nicolas Sarkozy a été vraiment brocardé à l'époque. Il avait raison, il fallait conduire ce débat. Et je leur ai demandé, c'est tout petit, je leur ai dit, pour vous, c'est quoi être français ? Et en chœur, ils se sont exprimés. Je dis, mais maman, être français, c'est dans le cœur et la tête. Et ben voilà, ils avaient tout résumé. Et donc, j'ai traduit ça dans mon livre en disant, on est français par le cœur et par l'esprit. Alors, j'avais une dernière question. Le problème, c'est qu'en 50 secondes, ça va être court, donc il faut que vous soyez très court. Le tableau est noir, malgré tout, Malika Sorel. Vous avez dit, avec les flux migratoires, ça devient compliqué. On va créer un peuple dans le peuple. Comment est-ce que vous croyez toujours à l'assimilation et à quelles conditions elle est possible? Je suis désolé, il vous reste 15 secondes chacune. Alors moi je dirais que, je rappellerai la phrase du général de Gaulle, que l'espoir appartient à celui qui s'en donne les moyens. Il faut s'en donner les moyens. Je pense qu'il faut faire la réforme du code de la nationalité. L'assimilation ne peut pas être imposée. Il faut imposer le respect des lois de la terre d'accueil, mais on ne doit octroyer la nationalité française que lorsqu'on le constate que les personnes sont assimilées, c'est-à-dire qu'elles sont devenues françaises par le cœur et l'esprit. Et pour moi, l'assimilation et l'identité, ce sont deux choses différentes. Il faut bien l'origine et l'identité, pour bien comprendre ce que c'est l'assimilation. L'origine, c'est quelque chose avec laquelle on est, on ne peut pas influer dessus. Ce serait insensé de vouloir supprimer son origine. Mais l'identité, c'est quelque chose qui évolue au fil de sa vie. Et l'identité française, elle vient s'ajouter à toutes ces personnes qui viennent des 4 coins du monde. Et ce qui est important, c'est que peu importe d'où l'on vient, c'est comment faire nation tous ensemble. C'est ça la véritable question. Et ça passe, je pense, par le retour de l'amour de la France, l'amour de sa patrie. Merci à toutes les deux. Merci Claire Cos, merci Malika Sorel. J'étais ravi de faire cette émission avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.